Ok, on est en 1984 et George Morikawa, c'est un japonais passionné de boxe anglaise. Mais surtout, c'est un mangaka. Et il a un petit gars en tant qu'assistant qui est vraiment impressionnant. Mais revenons un petit peu à George Morikawa, que vous connaissez à tous les coups pour un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Hajime no Ippo. Maintenant, question. Vous estimez à combien l'âge moyen d'un assistant de mangaka ? 20, 30 ans ? Bon, déjà qu'on se rende compte, il y a un facteur qui joue, si l'assistant est pro ou pas. Parce qu'on se fait assez vite une idée assez rabaissante du métier d'assistant, rien que le terme sous-entend qu'ils ne font qu'assister. Pourtant, certains ne cherchent absolument pas à être mangaka derrière. Certains ont même acquis une grande renommée, touchant des salaires très élevés pour leur expérience et leur gestion du stress, de l'organisation, du travail d'équipe. L'âge moyen est souvent autour de la trentaine pour cette catégorie d'assistants. Pour l'autre, souvent plus jeune, la vingtaine en général, le métier d'assistant, c'est plus une sorte de tremplin pour acquérir de l'expérience et ensuite se lancer en tant que mangaka. Notre petit gars, il est dans cette deuxième catégorie. Mais George Morikawa le renvoie. On devait sûrement comprendre, il est jeune, seulement 18 ans, il n'avait pas assez d'expérience, de capacité individuelle pour tenir ce rôle. Pas du tout. Pas du tout. Si George Morikawa le renvoie, parce qu'il n'a plus rien à apprendre au petit gars qu'il savait déjà. Prenons juste la place de notre mangaka, hein. Si un assistant est bon, on le félicite, et on espère qu'il continuera de porter la série. S'il est très bon, on peut vite tomber dans de la jalousie. Dans un milieu extrêmement compétitif, il peut prendre votre place. Alors le renvoyer en estimant qu'il est bien trop bon, ça force le respect. Et ça vous surprend sûrement. Mais ça ne vous surprendrait pas si vous saviez que notre petit gars, il s'appelle Kentaro Miura. Et le prototype qu'il est en train d'élaborer, c'est un des mangas les plus influents. Berserk. Go. Let go of everything. Let go. Il n'y a plus besoin de le présenter, Berserk se suffit à lui-même. Il est reconnu, son auteur divinisé. Kentaro Miura est décrit comme le génie, celui qui fait se hisser toujours plus haut les exigences du manga. Un homme pétri de talent, depuis toujours prédestiné à s'établir comme un surhomme. Si vous pensez réellement que c'est le cas, vous n'avez rien compris. Quand vous parlez de talent, pour expliquer les prouesses de Kentaro Miura, vous crachez sur des centaines, milliers, dizaines de milliers d'heures usées pour se perfectionner. Le seul avantage dont on peut réellement parler, c'est la situation de ses parents. Oui, une famille d'artistes, ça peut aider. Sa mère est professeure d'art plastique et son père dessinateur de storyboard, ce qui va par la suite lui amener un certain regard, mais on va y revenir. Miura naît donc dans une famille d'artistes. Et dès son plus jeune âge, il se passionne pour le dessin. Il rêve déjà d'être mangaka. À 10 ans, il fait publier un manga dans son école qui passe à ses camarades. Non, plutôt qu'un petit livret, un vrai manga. Là, on parle d'une série de 40 tomes. New Ranger. Un savant mélange de son propre nom et du mot anglais Ranger, qui est très un geste de garçon de 10 ans. Ce manga est étonnamment hyper détaillé et fait preuve d'une vraie main d'artiste bien plus mature que son âge. This kid is really good. Au collège, il continue sur sa lancée et dessine même à l'encre de Chine. Bon, je pense que ça commence à se voir, mais Miura, c'est avant tout un dessinateur. La forme plutôt que le fond. Pour lui, le dessin c'est un plaisir. Et de façon presque prémonitoire, des croquis d'un héros à l'air sombre commencent déjà à apparaître dans ses carnets. Et c'est juste après cette période que Miura va faire la rencontre de plusieurs personnes qui deviendront ses amis. On est au lycée, la majorité des jeunes de cet âge ne savent pas vers où leur vie vont les mener. Au même instant, Miura intègre un programme d'études artistiques. À plusieurs, ils forment un groupe de jeunes rêvant de devenir mangaka. Ils publient leur première esquisse puis œuvrent dans des livrets scolaires, et cela témoigne d'une volonté principale dans ce groupe,
celle de se tirer vers le haut les uns les autres, se conseillant des films à voir ou des livres à lire afin que chacun apporte ce qu'il manque aux autres. Miura progresse de manière prodigieuse pendant cette période. C'est à la période de la fin du lycée que Miura entre au service de George Morikawa. Ce dernier renvoie ne sachant quoi lui apprendre de plus. Ce renvoi, c'est ce qui manquait à Miura. Un événement, ou n'importe quoi en réalité, qui pousserait à se lancer. Il travaille alors pour Buronson. Buronson, l'inégalable mangaka en cette période, c'est le père de Hokuto no Ken, Ken le survivant, manga ayant marqué toute une génération et même les plus récentes. Alors pour les plus jeunes, le même tel que celui-ci, お前はもう死んでいる。何？ ou celui-là, Merci de ton aide. Oh, c'était fastoche. Sans toi, j'aurais été obligé de baisser les armes devant eux. c'est Hokuto no Ken. Alors pour les plus incultes d'entre vous, ce manga c'est le principe d'un homme qui fait exploser tout ce qu'il touche. Et cette idée, d'avoir un principe qui est la ligne conductrice d'une œuvre, est ce qui va influencer l'ensemble des mangas jusqu'à aujourd'hui. Sur cette période où il assiste, Miura avance sur un prototype. Et c'est là que l'on sent l'influence de Buronson sur son dessin. Il s'impose comme son maître à dessiner plutôt que maître à penser. Dans les traits de Berserk, on reconnaît le style brut et dur de Hokuto no Ken. Pourtant, Berserk est publié uniquement 6 ans après Hokuto no Ken. Aujourd'hui, ce dernier donne un air assez vieux, alors que Berserk est intemporel. Mais à cet instant, il n'est qu'à son prototype. On sent que le fond n'est pas encore là, que Miura tâtonne dans son œuvre. La direction narrative conventionnelle sert uniquement à mettre en avant ce héros. Ce héros n'étant qu'un archétype du héros dark fantasy banal. Prenons des parties de ce prototype pour exacerber ce côté. Le méchant s'appelle Vlad Tepes. C'est le nom de Dracula. Alors, pas celui de Bram Stoker dont vous faites l'idée. Là, on parle du vieux vovoïde roumain, l'empaleur. Avec ce côté méchant, prédateur sur une petite fille. Bref, ce n'est pas encore abouti. Ce prototype, c'est une œuvre de débutant. C'est sombre pour être sombre. Il se repose uniquement sur l'idée du personnage et comment le faire bouger. Ça manque de réelle substance. Et Miura le sait. Mais il fallait se lancer. Et ce premier lancement, bien qu'il n'ait pas encore accompli, il remporte des prix. Le prototype est alors assez reconnu pour permettre à Miura de se lancer dans un manga, dans le Monthly Animal House. Enfin, nous allons pouvoir assister à la consécration de Berserk et Berserk ne plaît pas. Ou peu. Le succès est tout juste suffisant pour faire des tomes reliés. L'œuvre, comme le prototype, manque de fond. C'est marquant. On constate vraiment que Miura est avant tout un dessinateur. La forme plutôt que le fond. Il fait bouger son sombre héros dans un monde de dark fantasy extrêmement gore. Mais c'est tout. Et tout est marquant. Les influences de Berserk sont plus que visibles. Telles que Gun Saga, un manga, ou même la majorité du cinéma hollywoodien. La première planche de Berserk est littéralement une scène du film Conan le Barbare avec Schwarzenegger. Black sun. Black moon. Yes. There's a price, barbarian.
Bref, Berserk n'arrive pas à trouver son public, son cœur de cible. Et pour ne rien arranger, le magazine Monthly Animal House doit changer de ligne éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est un nouveau magazine. Ils souhaitent alors commencer des séries dessus. Si des lecteurs tombent sur une histoire en cours de route, non seulement ils ne comprendront rien, mais en plus ils n'auront aucun moyen de retrouver les précédents. Berserk semble se diriger vers une triste fin. Le nouveau Monthly Animal House se nomme le Young Animal, propose un choix, plutôt un dilemme, à Kentaro Miura. Sa première possibilité est de redevenir l'assistante Buronson. Ça ne paye pas de mine, mais avoir la possibilité de travailler à nouveau pour son idole, en apprendre encore plus sur tout ce qui a pu peut-être nuire à ce faux départ de Berserk, c'est toujours bon à prendre. Mais surtout, s'assurer une situation stable dans ce milieu très complexe qu'est l'industrie du manga. Ou alors, Kentaro Miura décide de reprendre Berserk depuis le début. Rien d'assuré sur l'avenir de la série ou même sur les possibilités de redevenir assistant derrière. Faire ce choix, c'est certes suivre un rêve, son rêve, mais c'est probablement tirer un trait sur une situation stable. Mais Miura, après avoir vu son manga prendre vie, il souhaite plus qu'une chose, prouver qu'il est un mangaka et que son œuvre en vaut le coup. Vous avez pas encore tout vu. Alors il reprend tout, et quitte à tout recomposer, autant bien le faire. Et vous pouvez maintenant comprendre pourquoi les 3 premiers tomes de Berserk n'ont pas vraiment de ligne conductrice, et qu'à la fin du 3e, surtout le début du 4e, on reprend, tel un flashback, l'enfance de Guts. Je pense qu'on peut dire que c'est à partir de ce 4e tome que Berserk commence réellement et que l'on peut observer peu à peu se construire ce monument de la Dark Fantasy. Et si la différence ne vous paraît pas flagrante, laissez-moi vous la montrer. You guys can try to follow me if you want to do that. Ce que vous pouvez observer au début de Berserk, c'est une violence gratuite, gore. Le Guts que nous suivons, héros de l'histoire, est plus effrayant sur certaines planches que le monstre qui le tranche en deux. Et ça s'explique. On est à l'époque de Ken le survivant, et la tendance à cet instant, c'est d'avoir un principe. Comme je vous disais, celui de Ken tenait à ce que dès qu'il touche quelqu'un, il explose. Ce principe rendait les scènes frappantes, marquantes et a choqué le monde entier. Miura voulait une idée qui en jette de la même manière. Ce canon à la place du bras, l'immense épée dans le dos, mais surtout ce héros, dark et nihiliste. Il souhaitait uniquement ce personnage. Le problème est que sur les 3 premiers tomes, tout le monde peut constater que l'œuvre manque de fond. Il y en a déjà plus que lors du prototype, et c'est vraiment pas suffisant. Alors le fait de reprendre depuis le début, de pouvoir amener ce qui a toujours manqué à son œuvre, c'est une possibilité de renouveau. Alors Miura se penche et se demande ce qu'il manque à son fond. Déjà le lore, Come look at this. tout ce qui va entourer son univers, alors peu à peu, il mêle les différents bestiaires du monde occidental et les amène furtivement dans son œuvre. Il commence par partir d'une époque médiévale, sombre et gore, remplie de luttes pour le pouvoir, de grandes guerres pour des prises de châteaux, citadelles ou villages. Notre petit gars passe un long moment dans ce médiéval. Le lecteur en a oublié que Berserk est censé avoir de la fantaisie. Il ne pense plus qu'à ses armures de chevalier et ses combats d'un homme contre 100. Maintenant les personnages. Trop de fois, l'on a critiqué le personnage fade, vide, caricaturé. Comment rendre ces personnages vivants ? Comment rendre ces personnages vivants ? En calquant la vie, justement. Miura met des personnalités, vie de personnes qu'il côtoie ou qu'il a côtoyées, afin d'insuffler cette même vie à ces personnages. Et si vous faites quelques recherches, vous pourrez même voir que des années plus tard, l'on aura fait sa philosophie. Jusqu'à dire en interview que si l'on n'insuffle pas de sa propre vie dans son œuvre, cette dernière n'est que superficielle. Mais de nombreux auteurs ont déjà fait ce genre de changement. Qu'est-ce que Berserk a de si incroyable à ses débuts ? Notre petit gars, c'est un dessinateur. Ça vous paraît idiot ? Peut-être. Ou peut-être pas. Miura est un dessinateur. Ses dessins ont de nombreuses influences. Ils sont complexes, beaux. Vous pourrez remarquer des influences de Cliff Barker pour le design des God End, ou d'Escher pour sa géométrie impossible. Mais le coup de génie de Miura, c'est d'avoir amené ce scénario bien plus épais. Pourquoi ce désir de vengeance de Guts ?
Pourquoi est-il si méchant? Si vous vous penchez uniquement sur les premiers tomes, Guts est impitoyable. Juste impitoyable. Le lecteur n'a aucune envie de le soutenir. Même Griffiths, avec son design à la Phantom of the Paradise, paraît plus attachant. Vous voyez pas Phantom of the Paradise? Vous voyez Phantom of the Paradise. Regardez une autre œuvre de la même période qui a traversé les époques, Conan le Barbare. Si Conan devient Conan, c'est uniquement parce que Tulsanum, le grand méchant de l'œuvre, tue ses parents et son village. Cela alimente le désir de vengeance de Conan et permet de le faire se surpasser pour devenir un surhomme. Ici aussi, on suit la doctrine de Nietzsche. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et Guts devient Guts par les tragédies qu'il va vivre. Bien sûr, l'éclipse. Étant le point d'orgue, l'avènement de l'œuvre qui l'a fait transitionner dans la dark fantasy. C'est à cet instant celui-ci. Que Guts, par vengeance, va dépasser toutes les limites de sa condition d'homme. Guts transitionne au titre de surhomme. Le seul point noir à ceci, la personne qui t'a permis d'être un être incroyable est celle qui t'a fait le plus grand des mal. Ah. Est-ce que le but de Guts, c'est de se venger ou de sauver celle qu'il aime? En tant que lecteur, l'œuvre a pris une toute autre envergure que les guerres médiévales dont il était question. Le lecteur a complètement oublié les 3 premiers tomes de Dark Fantasy. Il vient de se prendre une chute vertigineuse dans une ambiance gore et malaisante. Le personnage de Guts est devenu attachant. Ses grandes scènes de combat le rendent invincible et inébranlable. Et lorsque l'on voit ce surhomme aussi affaibli, on éprouve de la compassion. On ne souhaite que son bonheur et celui de ses proches. Guts s'humanise. Et c'est là qu'on touche à un aspect assez particulier de la facette de Kentaro Miura. Miura était seul. Déjà, c'était quelqu'un d'assez solitaire, mais ça s'est vraiment accentué avec Berserk. Il passait un temps astronomique à avancer sur son manga, même à peaufiner ses planches, et le peu de temps qui lui restait dehors, il l'utilisait pour regarder des films ou lire des livres. Il avait un train de vie très solitaire. Vous pouvez chercher de votre côté aussi, Kentaro Miura a très peu de photos de lui, même vidéo, tout. Pour tout vous dire, j'ai même fait les recherches à votre place. Actuellement, il existe uniquement 25 photos de Miura. Je pense que vous vous rendez pas compte, son manga est mondialement connu et reconnu. Il exerce depuis les années 80 jusqu'en 2020. Et sur internet tout entier, il n'y a que 25 photos de cet homme. I'm gonna tell you the truth, but you will not believe me. Les vidéos alors, il a gagné des prix, comme en 2002, le prix Tezuka Osamu. La seule vidéo que l'on a de cet événement est de cette qualité. Peut-être les interviews alors, il en existe 2. La première est uniquement en audio, la seconde a été retirée de presque partout. Vous pouvez encore la retrouver en cherchant bien. Tout ça pour vous dire que Miura ne vit que pour le dessin. Tout le reste semble lui importer peu. C'est à la fois impressionnant, car c'est par cet isolement qu'il parvient à s'immerger dans l'ambiance de Berserk, et en même temps, cette ambiance entre son dessin et les œuvres dont il s'abreuve, dans laquelle il est extrêmement oppressante, asphyxiante. Surtout, c'est extrêmement triste.
mais nous y reviendrons. Miura est donc quelqu'un de très cultivé. Et il est vite facile de se dire que, vu qu'il reste toujours chez lui, il ne regarde que des films grande production et des mangas. Non. Bien au contraire, notre petit gars, il lit beaucoup de littérature profonde. Du Nietzsche, du Carl Jung, afin d'avoir des principes philosophiques qu'il pourra réutiliser pour son œuvre. See, be a thinker, not a sticker. De même pour le cinéma, c'est un passionné de films underground. Et si cela devient mainstream, tel que les blockbusters, il perd le goût qu'il avait pour. Mais ce qui marque réellement Miura, c'est la fin des années 80. Les cinémas voient l'arrivée des furieux, comme George Miller. Vous connaissez pas George Miller? L'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Je roule. Je Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? J'ai foutu. Pour nous. Tout est foutu. Oui, vous connaissez George Miller. Ou Sam Raimi. Vous connaissez pas Sam Raimi? Tu te crois marrant, espèce de monstre? Comment il a fait ça? Mais lequel? Je te le laisse, mec. Oui, vous connaissez Sam Raimi. Tout ce cinéma impose des identités graphiques vraiment fortes, puissantes, mais surtout universelles. Mais la principale différence qu'il note entre l'industrie cinématographique et celle du manga repose sur le fait que les maisons de production cinématographiques vont très vite censurer certaines œuvres. Parce que les enfants vont au cinéma, il faut pas les choquer. Mais aussi que le cinéma est devenu un art. Non plus que ça, un média qui a un impact social. Alors que le manga, pas du tout. Miura, dans son manga, peut donc se permettre d'aller plus loin dans la violence, dans l'horreur, dans le poids psychologique. Aujourd'hui, Berserk ne serait sûrement pas produit. Nous allons en reparler. Où en étions-nous d'ailleurs? Nous en étions au coup de génie de Miura, d'avoir allié dans son dessin toutes sortes d'inspirations, avec un scénario complexe, mais un imaginaire commun. Bon, déjà, comme on l'a dit à maintes reprises, le cinéma est très important, que ce soit celui underground, du plus populaire comme Conan le Barbare avec Schwarzenegger, ou des films de série B des années 80-90. Mais ceci va être mêlé à une littérature plus pointue, plus classique, comme Kurt Vonnegut, ou surtout H.R. Giger. H.R. Giger, c'est vraiment une des grandes inspirations de Berserk. Il est impossible de lire Berserk et de ne pas voir Giger, et inversement. Vous allez voir son musée? D'abord c'est époustouflant, on se le dise, et ensuite vous pouvez voir ce genre de colonnes, de sculptures, c'est une ambiance qui est complètement dans l'âme de Berserk. Et en débordant même un petit peu, cet homme a une influence sur le Japon en général, que ce soit dans des jeux comme Contra, R-Type, pour Metroid. Berserk en général s'abreuve de nombreuses références. Vous pouvez prendre une des figures les plus emblématiques du manga, les God End, qui sont des références directes à des icônes des 70s voire 80s. Les Cénobites de Hellraiser par exemple, la ressemblance entre Void et Pinhead est la plus que marquante, ou même de tableaux classiques, comme le Sabbat, inspiré de tableaux de Goya. Je pense que maintenant, c'est plus marquant que jamais. Miura a fait un travail de monstre, non plus que ça, de légende, pour hisser Berserk à un autre niveau. Mais le Young Animal, ce n'est pas le Shonen Jump.
Le succès est plutôt bon par rapport au départ compliqué de l'œuvre, mais très loin d'une notoriété internationale. La reconnaissance de Berserk n'a pas d'autre choix que de se faire peu à peu. Un des principaux moyens, c'est le bouche à oreille. Ça paraît idiot comme ça, mais Berserk casse tellement avec l'idée que beaucoup se font du manga qu'il intrigue. Peu à peu, le manga gagne le cœur des gens. Mais les gens c'est une chose, la critique c'en est une autre. Peut-être que la critique va mal recevoir un manga aussi gore. Peut-être même que Miura va devenir feignant, se reposer sur ses acquis. Peut-être que Berserk n'est pas aussi bon que ce que le bouche à oreille transmet. Vous avez pas encore tout vu. Berserk est finaliste pour les 2e, 3e, 4e et 5e tranches du prix culturel Osamu Tezuka en 98, 99, 2000 et 2001. 2002, le jury est passé à autre chose. Il remporte le prix d'excellence du prix Osamu Tezuka, pas de la Japan Expo. On est dans la compétition de l'élite du manga. Le seul autre manga qui le surpasse cette année, c'est Vagabond, Takehiko Inoue, qui reçoit le grand prix. Petit manga quoi. Le jury du Japan Mediapart recommande Berserk à leur 5e et 6e édition. En 2007, il remporte le prix du meilleur seinen. En 2008, 2009 et 2013, Berserk reçoit le Anime Grand Prix du meilleur seinen classique. Miura fait transitionner Berserk au titre de chef-d'œuvre, reconnu internationalement. Comment il s'y est pris notre petit gars ? Il a rendu ses personnages, tout son ouvrage même, vivant. Comment vous rendez un personnage fictif vivant ? Vous vous inspirez de lui. Ok, si vous avez bonne mémoire, vous parviendrez peut-être à vous rappeler que je vous ai parlé de son groupe d'amis de la période du lycée. Notre petit Miura, à cette époque, s'était intégré dans un groupe de jeunes avec tous de grandes ambitions, telles que celle de devenir mangaka. Cette sorte d'amitié-rivalité les poussait à une sorte de stimulation collective. Vous avez du mal à voir ce que c'est ? Alors c'est simplement que nos petits gars se tirent les uns les autres vers le haut. Et c'est tout bête. Ils se conseillent des livres, des films, ou font des retours sur les avancées de chacun. Miura a donc repris les personnalités de ce groupe pour certains de ses personnages, notamment ceux de la troupe du Faucon. Pipin, par exemple, s'inspire de Miura, un grand, un peu pâteau, le bon copain, comme on pourrait dire. Mais là où Miura pousse plus les choses, c'est pour Guts, mais surtout, c'est pour Griffiths. What are you doing here, trembling and afraid? Il n'y a même plus besoin de présenter ces deux personnages, ils sont tellement représentés, analysés et les références sont partout. C'est l'amitié puis la rivalité qui se développe entre ces deux icônes s'inspire de la relation entre Miura et Koji Mori. Vous vous en doutez, Miura solitaire et Guts, Griffiths quant à lui puise dans la figure de Koji Mori. Mais c'est qui Koji Mori ? À l'époque, c'était un ado qui en jetait. Personne sociable et qu'on disait de mauvaise fréquentation. Bagarreur, mais talentueux, charismatique même. Miura se sentait fade. Rien de particulier, pas spécialement beau gosse ou sociable, famille classique. Alors las d'être éclipsé par Mori, Miura voulut se démarquer dans la seule chose qui le rend spécial. Le dessin. Cette rivalité amicale, ça ne vous dit rien ? C'est très particulier qui les caractérise. Miura s'inspire de sa relation avec Mori pour développer celle de Guts et Griffiths. Maintenant, là où le problème se pose, c'est que Miura est aussi Griffiths. Vous ne voyez pas encore pourquoi ? Normal, je voulais pas encore expliquer. Au départ, c'était bien ainsi. Guts et Miura, une volonté de se trouver une raison de vivre et de se démarquer, tandis que Mori est Griffiths, par son ambition et son charisme, mais au fil du temps, leur relation va changer. Pour ça, nous allons nous pencher sur Koji Mori. Koji Mori s'est donc lancé comme Miura dans le manga à la sortie du lycée, rempli d'ambition et de rêves, This is my dream. auquel il met fin. Plusieurs personnes ont remarqué les talents de Mori
il lui propose un poste d'illustrateur et de storyboarder. Et vous dites sûrement que Mori, comme son ami de longue date Miura, va refuser la proposition et se jeter à corps perdu dans son œuvre. Non. Non, le métier est bien payé, donc il accepte. Mori se retrouve dans les quartiers sulfureux de Tokyo où il enchaîne les conquêtes amoureuses. Ok, maintenant question. Est-ce qu'un train de vie que jalouserait certains vous rendra forcément heureux? Mettons que vous avez un métier que certains n'arrivent pas à décrocher, un salaire plus que nécessaire, un train de vie agréable, que vous arrivez à avoir les compagnons que vous souhaitez. Êtes-vous forcément heureux? Koji Mori n'est pas heureux. Sa violence plus jeune, cette carrière qui pourrait faire des jaloux, les conquêtes amoureuses, tout ça c'est uniquement né de son envie pour le talent de Kentaro Miura. Parce que Mori l'a vu directement ce talent. Il peut être même un des premiers, par son lien très proche avec Miura, à l'avoir vu. Alors voyant Kentaro Miura avancer vers son rêve, Mori perd tous ses repères. Non, il n'est pas heureux. Lui aussi, son rêve, c'est, et ça a toujours été, d'être mangaka. Mori pense même à mettre fin à ses jours. Miura vient de prendre le dessus, et ça correspond au moment où Guts s'affranchit de Griffiths. Les deux amis se retrouvaient régulièrement pour parler de leur vie, et Miura était donc conscient de la situation de Mori. C'est pourquoi il le motive à se relancer dans le manga. À force d'en parler, Mori se laisse tenter, et il devient des assistants de Miura. Son état s'améliore, il reprend plaisir au manga jusqu'à même concevoir ses propres mangas, tels que Holy Land ou Suicide Island. Je pense que les noms sont assez expressifs, mais pour les quelques-uns qui se lèchent après, Mori aborde même dans les écriteaux au début des tomes de ses pensées suicidaires. Ces mangas sont un exutoire. Enfin, Mori touche son rêve du bout des doigts, et parvient presque à un pied d'égalité avec notre petit gars. Ce qui se sait moins en revanche, c'est que l'amitié entre ces deux n'a pas uniquement aidé Mori. Miura aussi était dans une phase de dépression. Sur la fin de sa vie, il en parle. Il est extrêmement seul, et la pression sociale, mais surtout personnelle, lui pèse tant qu'il en souffre. Dans une interview, il avoue même vouloir jeter son téléphone, puisque de toute façon, personne l'appelle. Ou du moins, presque personne. La seule personne à garder un lien avec lui, c'est Koji Mori. Celui qui va le voir, qui le rassure, qui l'écoute quand il parle de l'histoire de son manga. Et une fois encore, cette rivalité naissant d'une amitié nous ramène à Guts et Griffiths, car ce n'est que par ce genre de relation que l'on peut écrire des chefs-d'œuvre comme l'âge d'or. L'âge d'or est souvent nommé comme l'un des meilleurs arcs, tout manga confondu. Tout y est, personnages attachants, combats épiques, planches magnifiques. Ce Golden Age se déroule du tome 4 au tome 12. Il permet de sonder le passé de Guts et d'introduire tous les événements et personnages nécessaires. Nécessaires? Nécessaires à quoi? En fait, je vous ai menti. Le Golden Age ne s'arrête pas au tome 12, mais au tome 14. Quelle importance? Ok, prenez n'importe quel fan de Berserk et parlez-lui du tome 13. Okay, let's move on to something cooler, okay? Si l'âge d'or est si souvent nommé pour le meilleur arc, ce n'est pas uniquement pour toutes ces batailles médiévales et ces planches magnifiques. Si on en parle autant, c'est pour l'éclipse. And then, let's just say something happened. Parce que tous les lecteurs de Berserk ont lu l'âge d'or. Et leur cerveau conditionné de lecteurs de manga s'est mis en mode automatique. La situation de Guts et Griffiths allait mieux. Chacun d'entre eux avançait dans leur situation personnelle. Le lecteur s'attend à un épanouissement, une rivalité positive de ces deux personnages. Vous avez pas encore tout vu. Et Miura, grand Miura, vous fait faire une chute depuis un immeuble. Vous pensiez avoir atteint le sommet? Non. Le tome 13 fait transitionner le manga d'une histoire médiévale sombre à de la pure dark fantasy, avec la délicatesse d'un fusil à pompe. L'éclipse, c'est le point d'orgue. Quand on dit que Berserk est une œuvre jusqu'au boutiste, c'est à cause de moments comme celui-ci, qui font que l'on craint pour la santé physique et mentale du héros. Et si Miura s'est permis de faire un tel tome,
c'est parce qu'il a réussi à s'inscrire dans son époque. Le manga était bien moins régulé, et les auteurs pouvaient se permettre. Mais si Miura en est arrivé là, c'est aussi à cause de lui. Vous le savez, il était toujours terriblement seul. Il a travaillé beaucoup de nuit, dopé au café pour ne jamais s'arrêter, toujours avec les mêmes personnes, qui sont dans le même état d'esprit que lui. Son train de vie était noir. On ne pourra jamais retourner à ce style de vie, à une convergence de l'esprit d'une époque avec les facteurs de son auteur, qui permettent ce genre d'œuvre. Une telle violence, une telle rage, une telle horreur. Et dans Berserk, ce vers quoi tout converge, le climax absolu, c'est l'éclipse. Pourtant, malgré cette ambiance sombre et ce corps plus que présent, Berserk peut continuer. Les lecteurs adorent, il vient de faire voler en éclats l'image du manga shonen bonne ambiance dont tout le monde a l'habitude. La dark fantasy dans cette œuvre est beaucoup trop bien amenée. N'importe quel autre auteur aurait simplement dit « Bon, dans mon manga, il y a des créatures magiques en tout genre qui tuent violemment les humains. » Et personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit parce que le lecteur s'y attend. Il sait que ce qu'il va lire peut être une fiction, et donc que rien n'est réel. Et le lecteur l'accepte. Il accepte donc tout ce que l'auteur lui propose. Notre petit gars, notre petit Miura, pas du tout. Il vous met dans une ambiance médiévale, de sorte à ce que vous oubliez la dark fantasy, et puis il l'amène un dénommé Zod l'immortel. La troupe du Faucon, menée par Guts et Griffiths, sont chargés de prendre la forteresse Tudor. Ce Zod l'immortel protège la citadelle intérieure et tue à lui seul 50 mercenaires. Jusqu'ici, toujours rien d'anormal, un ennemi surpuissant que les héros doivent tuer, c'est accepté, c'est normal. Pas logique, hein, un homme contre 50 mercenaires c'est irréel, mais normal pour le lecteur. Guts rentre donc seul pour l'affronter. Après plusieurs passes d'armes, Guts parvient à trancher l'arme de Zod en deux et lui tranche l'épaule. Puis Zod dit une phrase à laquelle on ne s'attend pas. Tu es le premier à me blesser en 300 ans. Alors le lecteur se dit, hein? Quoi? 300 ans? Alors Zod se transforme en un monstre terrifiant. Déjà son design humain n'était pas très humain, mais à partir de cet instant, cette métamorphose fait transitionner le manga d'un contexte médiéval à de la fantaisie médiévale. Zod est la première ouverture sur la fantaisie, et l'enchaînement des événements paraît naturel. Il fait vrai. Vous allez encore plus adhérer au manga parce qu'à partir de ce moment, tout le médiéval est remis en question et on se prend à se demander est-ce qu'il y a d'autres créatures comme lui? Ah, si vous saviez. Vous allez vite vous rendre compte que beaucoup des créatures de cet univers proviennent de la mythologie. Mais Miura fit bien plus qu'uniquement vous dire moi voilà, maintenant tue-les. Chaque espèce est travaillée, retravaillée, stylisée, elles ont toute une logique vis-à-vis de leur environnement, de leur conception du bonheur, de la réussite, des intérêts qu'ils vont avoir, et donc de quel camp ils seraient le plus à même de rejoindre dans cette guerre et dans celle-ci. Par exemple, Miura va prendre un centaure, il va le pousser au maximum la stylisation, avec une armure spéciale, un design particulier et adapté. Il se réapproprie tous les folklores, pas juste la mythologie grecque ou romaine, il se réapproprie tous les folklores. Occidentaux, orientaux, Berserk est une sorte d'œuvre ultime de la dark fantasy qui relie tous les imaginaires. Est-ce qu'il est seulement possible d'adapter ça? Pas vraiment. La première adaptation animée de Berserk sort en 1996. Elle est pas mal, sans mentir, hein. Il y a une ambiance, il y a une vraie ambiance, mais l'adaptation est bien trop édulcorée. L'animé suit l'âge d'or en finissant par l'éclipse, autant dire que les personnes ayant commencé par l'animé sont restées sur un sacré trauma. 3 films lui font suite, malheureusement ils ne donnent pas les moyens de leur ambition. Autant vous le dire, les grands fans du travail de Miura sont restés sur leur fin. Il y a aussi une animation en 3D, mais on n'en parlera pas, autant l'oublier. En toute honnêteté, si les adaptations arrivent tout juste à sauver les apparences, c'est grâce à cet homme. Suzumu Hirasawa. À 70 ans, c'est un peu le Jean-Michel Jarre japonais. Parce que pour une œuvre de dark fantasy, il est vite facile de faire pleuvoir les violons. Alors quand ce dernier se lance dans un registre assez étonnant, une sorte de musique expérimentale électro, le public est surpris. Et si vous le connaissiez, ça ne nous aurait pas surpris. C'est un des pionniers de l'électro. Il arrive dans des sons d'ambiance qu'il produit à retranscrire un mal-être ou une légèreté par des sons auxquels on ne s'attend pas.
Prenez le thème de Guts par exemple, que tout le monde connaît, tout le monde le connaît. Sur l'anime de 96, Hirasawa fait une des plus belles BO d'anime. Et c'est aussi lui par ailleurs qui fait les BO des films et des jeux vidéo Berserk. Cela permet une vraie cohérence et une complicité hors norme. Mais aucune adaptation ne pourra jamais retranscrire l'ambiance et l'effet que procure le manga. Déjà parce que le dessin de notre petit Miura a atteint le seuil des tableaux, mais aussi parce que la parole n'a pas le même impact qu'un texte. Attention, loin de moi de dire que la voix dans tout type d'œuvre n'a pas de profondeur. Cependant, de lire Berserk, le message qu'il peut porter se comprendra bien mieux et aura plus d'impact en lisant qu'en écoutant. Berserk est un ouvrage philosophique. Vous pouvez passer à côté et quand même apprécier l'œuvre. Mais penchez-vous un petit peu sur tous les plis psychologiques que sont les personnages, sur les messages personnels, voire parfois moraux qu'ils portent en eux. Prenons le personnage le plus emblématique, Guts, l'icône de la force, de la robustesse, de la détermination. Rappelons quand même que l'on suit son cheminement de reconstruction pendant tout l'âge d'or. Guts se fait violer enfant, et sa reconstruction est l'une des plus longues de l'œuvre. Si vous vous demandiez pourquoi pendant le début de l'œuvre, Guts se tient à l'écart des autres et évite au maximum le contact physique, vous en avez la réponse maintenant. Guts ne refuse pas d'être sociable pour avoir un effet de style sombre et mystérieux. Il est juste brisé. Celle qui vient changer ça, c'est Casca, personnage féminin très fort, emblématique même, qui se fait briser pour se reconstruire elle aussi. Miura va puiser dans les archétypes des héroïnes fortes des 80s pour la concevoir, style Alien, et dans la relation entre Guts et Casca, on voit un des amours les plus matures et profonds parmi de nombreuses œuvres. Lorsque Guts se retrouve face à cette femme guerrière dans leur scène d'amour, elle lui permet de franchir le pas en lui donnant toute sa sensibilité. Mais il revoit dans le fait qu'elle soit vulnérable sa propre vulnérabilité. Guts a alors un excès de violence, comme se détestant d'avoir été aussi faible. Mais ne vous inquiétez pas, au final tout se passe bien et chacun s'épanouit avec l'autre. Miura se penche sur la psychologie de ses personnages à ce point, et ce n'est pas un cas isolé. Maintes fois, Berserk vient vous interroger sur la nature humaine. Voyant que son œuvre fonctionne, notre petit gars se permet d'avoir de l'ambition. Il commence alors à incorporer des principes philosophiques. Aujourd'hui, cela contribue à son rayonnement au Japon et à l'international, surtout l'international. D'ailleurs, ce n'est pas si étonnant. Le manga en lui-même est très occidental, entre les inspirations, ses influences, sa fantaisie médiévale elle-même, entre les châteaux, les épées, les chevaliers, les monstres du bestiaire occidental tels que les gobelins, les démons, les ogres. Les occidentaux se reconnaissent dans cette œuvre. Le plus marquant est l'influence de Nietzsche. Le principe de surhomme coule dans les veines de l'œuvre. Un homme se doit de se battre constamment pour survivre, car s'il se laisse couler, il ne pourra que se faire emporter et mourir. Les méchants sont ceux ayant oublié leurs conditions humaines pour se laisser couler et accéder plus facilement à une nouvelle forme. Tandis que Guts ne fait que lutter, lutter et lutter. Et finalement, dans ce monde de monstres que l'on parcourt, le plus humain, c'est lui. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai mis des guillemets pour le terme de méchant. Parce que Berserk est non manichéen. Bon là je vous ai peut-être déjà tous perdus entre les principes philosophiques et ça. Ok, les monstres et Griffiths par la suite sont les méchants. Ils tuent, ils ne méritent que la mort. Non. Enfin c'est plus nuancé que ça. Prenez le point de vue de n'importe quelle autre personne dans cet univers, autre que l'ancienne troupe du Faucon et le nouveau groupe de notre Chevalier Noir. Pour toutes ces autres personnes, le méchant, c'est Guts. Parce qu'il tranche tout, et qu'il est capable de sacrifier 300 personnes pour en sauver une qui lui est chère, sans éprouver le moindre regret, parce que c'est un guerrier. Il est dans la souffrance, sur un champ de bataille, et s'épanouit ainsi. Oui, il est né dans la souffrance. C'est ça finalement qui fait que Guts est attachant. C'est l'histoire d'une construction et d'une déconstruction perpétuelle. Il a été brisé tellement de fois, et il continue de se remettre ou tente de s'en remettre. Il se force à changer du mieux qu'il peut, et au fur et à mesure que le temps passe. Peu importe combien cela lui est dur, il fait un pas devant l'autre, quel que soit son destin, s'il en a un. Miura aborde plusieurs fois la question du destin, de la fatalité et même du divin. Du moins ce dernier, il l'a abordé une seule fois dans le Lost Chapter, qui correspond au chapitre 100, plutôt 83 étant donné qu'il a repris la numérotation après. Ce chapitre fait rencontrer Dieu à Griffiths. Sous la forme d'un cœur géant battant, il parle au faucon « Do as you will, chosen one ». Ceci confirme que Griffiths est l'élu, et donc que Guts est l'homme dans son ombre. Ok, combien de personnes ont lu Berserk
sans même remettre en question le fait que Guts est une personne juste. Berserk n'est pas manichéen, il n'y a pas un méchant, mot de tout. C'est vous, par votre lecture, qui pourrez statuer sur votre perception du bien et du mal. Parce que dans Berserk, qui est réellement le méchant? Je vais trop loin? Sûrement. Et pour les quelques-uns qui m'ont suivi dans cette digression, vous voulez un dernier aspect philosophique de Berserk? Ok. Encore une fois, c'est dans la dualité Guts-Griffiths. Griffiths est un surhomme. Pas uniquement parce que, esprit manga, le méchant ça doit être un démon tout puissant. Non, non. Griffiths est un surhomme parce qu'il a littéralement dépassé son humanité. Griffiths peut-il être caractérisé comme un humain? Dès le début, on voit l'androgynie de Griffiths. Parfois, n'importe quel lecteur a le doute sur le genre de cet humain. Est-il homme? Est-il femme? Aucun. Griffiths est univoque. Compliqué ce mot, hein. Ça veut dire, vulgairement, que Griffiths est Griffiths. Et uniquement Griffiths. Vous ne pouvez pas le rattacher à autre chose. Homme, femme, dieu, humain, démon, son évolution psychique parvient même à conquérir le monde physique. Bon, je vous l'ai dit, la philosophie de Berserk peut aller loin. Très loin, trop loin, si vous le souhaitez. Si cela vous intéresse, j'ai vulgarisé les mots de plusieurs vidéos explicatives, je vous les mets en description. Pendant ce temps, Guts est un homme, juste un homme, ou plutôt le surhomme nietzschéen. Ça veut dire quoi? Ok, Guts se débat, souffre et hurle la rage de son humanité face au destin. C'est l'opposé total de Griffiths. Il utilise le monde physique pour réprimer les devoirs psychiques. Berserk, c'est de la philosophie. Mais vous n'êtes pas obligé de vous y attarder pour apprécier l'œuvre. Il est même sûrement probable que vous n'y pensiez même pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous serez un peu trop intéressé par l'histoire, Kentaro Miura sera là. Vous n'avez pas encore tout vu. Et vous vous prendrez un choc monumental en tombant sur des planches magistrales. Enfin, soyons honnêtes quelques secondes. Ça, ou ça, c'est unique. Et même plus que ça, c'est irréel. À partir du moment où beaucoup de mangaka et critiques de l'époque pensent que vous trichez, c'est la plus grande éloge qu'on puisse vous faire. De la même manière, peu d'autres auteurs ont des fans qui font des montages de vos planches sur de la musique classique avec comme titre « L'art de Berserk ». Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que le dessin de Miura évolue. À chaque fois que l'on pense avoir tout vu, il sort devant nous une nouvelle planche encore plus étonnante, enivrante. Lorsqu'il arrive à l'arc Fantasia, donc dans les tomes 30-40, Miura passe au numérique, et son dessin évolue encore. Pour une série qui dure depuis plus de 30 ans, jamais le lecteur ne s'est habitué à son style, à son art. C'est la preuve d'une personne qui investit tant de temps et qui se remet tant en question pour progresser. Ce qui l'a aidé quand même, c'est le rythme très lent de publication. Maintenant je vous le demande, est-ce que vous préférez un manga qui sort tous les mois avec ce genre de rendu, ou alors un chef-d'œuvre qui sort tous les ans pour ce genre de rendu? Enfin, juste regardez, le souci du détail dans les briques d'un château, dans les tuiles d'une maison ou des pétales d'un arbre immense. Même avec une cinquantaine d'assistants, ce genre de rendu serait compliqué. Même au-delà de ça, vous vous souvenez que le père de Kentaro Miura faisait du storyboard. Et il est possible que cela ait beaucoup joué, même inconsciemment, sur notre petit gars. Parce que les planches sont minutieusement bien montées. Je m'explique. Avec un style aussi précis, des scènes de combat immenses et de nombreux hommes et monstres au design particulier, ne pas perdre son lecteur devient vite complexe. Pourtant dans Berserk, tout est toujours fluide. L'organisation des planches pour tomber sur les bonnes doubles pages au bon moment, placer les dialogues au bon endroit, l'ordre des actions lors d'un combat. Sa capacité à organiser son récit est l'une des meilleures toutes œuvres confondues. Qu'on se le dise, c'est un maître de la narration séquentielle. Il peut enlever la parole. Dans le dernier chapitre du tome 34, il prend le lecteur et il lui dit « Dans ce chapitre, il ne va pas y avoir une seule action, même peu de paroles, et pourtant tu vas être plus absorbé que tu ne l'as été depuis un moment. » Il enchaîne des doubles pages d'une beauté hors norme. Miura devient un réalisateur. Vous êtes sans voix, enivré, absorbé devant ce chapitre. Vous vous demandez presque quel budget phénoménal il faut pour faire ce genre de rendu, alors que c'est uniquement le dessin de Miura. Ce genre de chapitre, on n'a absolument rien à envier à des prises de vue du Seigneur des Anneaux. On sent l'influence de l'école Tetsuhara, avec l'art du dessin superfétatoire, le fait de ne rien laisser au détail. Mais si notre petit gars le fait, c'est sûrement aussi par défi de dépasser son maître. C'est dans ce genre de moment, hors du temps, que Miura nous fait une coupure avec son plus grand coup de génie, Puck. Ce personnage est un vrai break dans l'univers sombre et gore de Berserk. 80% des moments de soulagement et de joie viennent de lui. Avec cette espèce de chibi qui tourne tout au ridicule,
Puck est une bulle d'air permettant au lecteur de respirer dans ce récit à l'esthétique hyper réaliste. Merci Puck. Oui, le style graphique de Miura est hyper réaliste. Son trait est presque tactile, les vêtements semblent avoir une densité. Vous prenez presque à sentir l'odeur de crottin des paysans ou à ressentir le froid des armures de fer gothique que certains portent. Les designs, l'architecture, la nature, tout est poussé au maximum, au plus réel, ou du moins logique, jusqu'aux plus petits détails. Pourtant vous allez me dire, ça n'a rien de si étonnant. Les Japonais se sont souvent réappropriés une mouvance occidentale, en mettant le max. Cette volonté de faire le dragon le plus imposant. L'armure la plus énorme. D'avoir des personnages toujours plus vilains et plus laids graphiquement possible. Et Berserk n'échappe pas à la règle. Le curseur est au maximum à chaque fois. La différence est que cela vient servir l'histoire. Il n'y a pas un monstre qui ne soit pas surstylisé tout en ayant une raison associée. Sauf l'unique exception, petit protégé de la communauté Berserk, monstre parmi les monstres, le petit gars. Si Berserk entre dans le panthéon des grands mangas, ce sera surtout pour son dessin minutieux, mais aussi pour sa narration, son histoire, son bestiaire relant tant de mythes qu'il en a fait une œuvre universelle, un imaginaire commun, et enfin, pour la relation Guts-Griffith, qui n'a pu être si profonde que par la relation que partageaient Miura et Koji Mori. Et évidemment, Berserk a influencé toute la dark fantasy moderne. Ce que notre petit gars a construit, ce n'est plus un joli manga sans fond, mais un monument. À l'époque, il s'était inspiré du design de Hellraiser de Clive Barker. Maintenant, il influence toute une partie du jeu vidéo, que ce soit la classe guerrier noir dans FF14, ou l'épée de Cloud. Pourtant, bizarrement, Berserk reste niche. Ou du moins, il est plutôt populaire de nom pour ceux suivant les mangas, mais il reste peu de personnes ayant lu Berserk, à cause de cette dark fantasy poussée son ambiance si gore. Et cela est aussi joué par les lecteurs de Berserk, qui souhaitent garder ça en petit comité, comme ce petit secret planqué que tu partages avec tes amis. Berserk est devenu un monument, et son créateur, notre petit gars, Kentaro Miura, s'est hissé tout en haut de l'élite du manga, en l'ayant peut-être même dépassé pendant un court instant, touchant le divin du bout des doigts. Et un autre petit gars est fasciné par cet auteur et son œuvre. Un petit gars qui s'appelle Hidetaka Miyazaki. Peut-être qu'il fera quelque chose. Et le 6 mai 2021, le monde apprend la mort de Miura. Ce même monde en est déboussolé. Les hommages en son honneur se multiplient. Le gouffre de tristesse qu'il laisse derrière lui ne sera sûrement jamais comblé. Et Koji Mori fut l'un de ceux qui a parlé le plus vite après le drame. De sa situation personnelle et que malgré ça il commence à aller mieux physiquement et mentalement. Mais le plus bel hommage qu'il lui a fait, c'est ce petit manga. Un dernier au revoir de Mori pour Miura. Vous pouviez le trouver dans le magazine ayant publié le dernier chapitre de Berserk. Dans ces quelques pages déchirantes, Mori fait face à Miura et lui parle d'homme à homme, plutôt d'âme à âme. Et lui dit ce qu'il n'a jamais pu exprimer de son vivant. Son envie, de son talent, le fait qu'il l'admirait, qu'il l'a fait souffrir, et sans excuse. Ce dernier hommage est beau, très beau. À cela s'ajoute un dernier tome, à titre posthume, le dernier tome auquel Miura a participé. Et Miura, depuis les cieux, semble s'être penché sur nous pour nous dire « Eh, vous avez pas encore tout vu ?» nous laissant sur cette planche. Une planche magnifique, mais une planche ayant provoqué une chute émotionnelle à tous les lecteurs de Berserk. Ce n'est plus une chute d'un étage ou d'un immeuble, mais une chute sans fin, mêlant tristesse et admiration. Qui aurait cru que notre petit gars, rêvant d'être mangaka, ayant perdu sueur et sang à poursuivre ce rêve, l'aurait atteint, puis dépassé pour se hisser si haut. Et dans les mots de Miura au travers de Berserk, rêve. Chaque homme aspire à poursuivre son rêve. Chaque homme est torturé par ce rêve, mais le rêve donne un sens à sa vie. Même si le rêve ruine sa vie, l'homme ne peut se permettre de l'abandonner. Dans ce monde, l'homme peut-il jamais posséder quelque chose de plus solide qu'un rêve ?